Moi, pour mes photos, j'ai choisi Fujicolor. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez. Je suis beau en Fujicolor, hein? Oh, pardon. Superbe, hein? Fujicolor, c'est la pellicule préférée des Japonais. Et de beaucoup de Français qui s'y connaissent. Fujicolor, Fujicolor. Salut à tous, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve dans un format un peu différent, un peu plus chill. Vous l'aurez compris avec ces images d'introduction un peu gênantes, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Fujifilm. Avant de commencer, si vous me connaissez pas, je m'appelle Paul et ici sur la chaîne de Grain, je crée des vidéos avec Ewen et même parfois d'autres créateurs. On vous parle de vidéos, on teste du matériel, on vous donne des conseils de tournage, de montage, même de business. Toutes ces notions, on les aborde aussi bien plus en profondeur dans l'école Grain, notre école de vidéo 100% en ligne, dans laquelle vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous former à la vidéo, quel que soit votre niveau, en plus de bonus, de remises, etc. Et si vous n'êtes pas encore membre de l'école, et bien pour commencer à vous former, on a une formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne déjà plein d'infos, plein de conseils. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. En tout cas, on commence tout de suite avec l'histoire de Fujifilm. Le 20 janvier 1934, au Japon, naît Fujifilm, ou plutôt Fuji Photofilm. À l'époque, les premiers bâtiments de l'entreprise étant situés au pied du mont Fuji, ils vont s'en inspirer pour créer le nom de la marque et son logo. Logo qui va d'ailleurs évoluer au fur et à mesure des années. Le mot film va devenir une part intégrante du nom de l'entreprise et donc du logo, qui va connaître différentes versions jusqu'à celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est la même depuis 2006. Ils arrivent sur le marché de la pellicule photo, un marché déjà occupé notamment par Kodak, dont je vais parler plusieurs fois dans cette vidéo. C'est compliqué de parler de Fujifilm sans parler de Kodak, tellement leur histoire est liée. Kodak est créé en 1888, donc bien avant, et a déjà un bel historique dans le monde de la photo. Il crée même un an après le lancement de Fujifilm, en 1935, la première pellicule couleur moderne comme on les connaît aujourd'hui. Donc pas évident de se lancer quand on a un concurrent qui est déjà autant en place. Pour autant, Fujifilm, ils ont voulu prendre leur temps, ils ont voulu fabriquer eux-mêmes leurs films. Alors, je dis film, mais c'est pellicule, c'est la même chose. Je vais sûrement dire les deux dans la vidéo. Film, c'est juste le mot anglais pour dire pellicule, d'où le nom Fujifilm d'ailleurs. Et vu que j'ai lu pas mal d'articles aussi en anglais pour préparer la vidéo, il y a moyen que je dise les deux. Je disais donc qu'ils ont voulu fabriquer eux-mêmes leurs films et c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à fabriquer leurs premiers produits. A la base, ils voulaient créer leur propre pellicule couleur un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est très technique car l'image couleur vient du mélange donc des trois couleurs primaires, donc cyan, magenta et jaune, et si tout n'est pas parfaitement équilibré, vous aurez des problèmes avec des teintes bleues sur les blancs par exemple, donc c'est assez technique et précis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait presque que Kodak et Fujifilm sur le marché. La recherche et développement pour mettre au point une pellicule efficace est tellement importante que seul Fujifilm a investi suffisamment et a pu rattraper Kodak avec le temps. Les autres concurrents ont eu beaucoup de mal, notamment sur la pellicule couleur qui était bien plus complexe que le noir et blanc. Ils réussissent enfin et sortent en 1948 le film négatif couleur, la pellicule Fujicolor Film, qui donnera plus tard le nom Fujicolor aux pellicules de la marque. Juste avant d'aller plus loin, je vous parle et je vais vous parler de pellicule, mais ça me semble intéressant de faire un pont rapide pour ceux qui ne le sauraient pas sur le fonctionnement d'une pellicule à l'époque, donc de l'argentique et même d'une caméra. Alors pour faire simple, la pellicule c'est un support en plastique recouvert d'une émulsion, c'est une couche de gélatine sur laquelle on vient mettre des particules d'argent, d'où le nom d'ailleurs argentique. D'ailleurs le nom argentique est arrivé bien plus tard dans les années 2000 en réalité, principalement justement pour bien faire la différence entre l'argentique et le numérique. Une fois exposées à la lumière, les particules d'argent sur la pellicule vont réagir, plus ou moins fort en fonction de la quantité de lumière, et c'est comme ça que l'image se forme pour devenir le négatif. Une fois que vous avez votre négatif, il faudra alors le passer dans différents produits, le révélateur qui va révéler l'image comme son nom l'indique, puis un fixateur qui va l'empêcher de continuer de réagir justement à la lumière, et bien sûr donc tout ça il faut le faire dans le noir. Une fois votre négatif développé, on va utiliser un agrandisseur pour passer de la taille de la pellicule qui est donc toute petite à un plus grand format qu'on repassera à nouveau dans un révélateur, un fixateur, etc. pour obtenir l'image finale. Bon, objectivement c'est un poil plus technique que ça, mais on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Bon, souvent quand on parle de pellicule, on pense à de la photo, mais sur la chaîne c'est vrai que nous de base on parle plutôt de vidéo, et vous le savez sûrement, une vidéo c'est une succession d'images passées très rapidement pour nous donner l'illusion du mouvement, le standard au cinéma étant 24 images par seconde. Et Jamy, la véritable star du film, c'est elle, la caméra, une véritable petite merveille de précision. En une seconde, elle filme 24 images, pas une de plus, pas une de moins. Et ça tourne tellement vite qu'en 1 minute, elle dévore 27 mètres de pellicule. Eh, faut la protéger, hein.
Et oui Jamy, 27 mètres de pellicule en 1 minute, c'est juste énorme. Et pour vous expliquer très rapidement le fonctionnement d'une caméra à l'époque avec les pellicules, je vous mets un très court extrait de notre bon Jamy justement qui explique, puisqu'il faut en réalité 24 coups de tampon, que la pellicule soit exposée 24 fois par seconde pour avoir le mouvement. Bon, donc tout ça c'est pour le tournage, mais à la projection ce sera la même chose. Le projecteur aura un obturateur qui viendra très rapidement cacher le passage d'une image à une autre pour qu'on ait un mouvement fluide. En 1965, Fujifilm crée pour le cinéma le Single 8, une alternative au Super 8 de chez Kodak, un format de pellicule similaire mais dans des boîtes plus robustes, par contre malheureusement incompatible avec des caméras à chargeur Kodak, et malgré la reconnaissance qu'a eu le Single 8 à l'époque, c'est peut-être aussi pour ça que c'est resté un format un peu moins populaire, parce que justement il n'était pas forcément compatible. Par contre pour la projection c'était ok, le Single 8 de chez Fujifilm pouvait être projeté sur des projecteurs Super 8 et vice versa. Malgré la notoriété du Single 8 et les différentes innovations qu'a pu faire Fujifilm, les années passent et ils restent bien loin de leur concurrent principal, donc Kodak. Au départ au Japon, les pellicules Fuji pouvaient même être considérées comme bas de gamme. En 63 par exemple, Fujifilm a fait 75 millions de dollars de chiffre d'affaires, pas mal, mais contre 1,1 milliard pour Kodak, il y a une petite différence quand même. Bon, il faut dire que Kodak était en place bien avant, et avec un business model si rentable, les revenus peuvent grimper très vite, puisque forcément, à la façon de Nespresso par exemple, qui vous vend des machines à café pas chères pour ensuite se faire leur marge sur des capsules que vous allez acheter chez eux, Kodak se faisait bien plus d'argent sur les pellicules et sur le développement que sur la vente d'appareils. Parce que oui, je l'ai pas dit encore, mais forcément, l'un comme l'autre, Kodak et Fujifilm fabriquaient et vendaient aussi des appareils. Pour autant, au fil des années, Fuji a su rattraper son retard et améliorer son image de marque. Vers 1970, leurs films étaient même meilleurs que ceux de Kodak sur certains aspects techniques. Ils avaient par exemple besoin de moins de lumière pour capturer les images. Ils en ont profité à ce moment-là pour bien se placer, notamment au niveau du marché professionnel, et ils avaient aussi une stratégie par rapport au développement, c'était de créer un vrai réseau de points de développement. Ils ont installé des grosses machines dans des milliers de points de vente qui permettaient à n'importe qui de venir développer ses photos en 1 heure seulement, et ces machines-là c'était des mini-labs, et en 94 il y en avait 13 400 dans tout le Japon, donc il y en avait vraiment un peu partout. À ce moment-là, Kodak aussi a aidé puisqu'ils ont foiré leur stratégie en confiant leur marketing à une agence indépendante qui a fait au final baisser les prix des produits Kodak et donc créer une image un peu plus bas de gamme de la marque. Fujifilm a donc continué de prendre des parts de marché et ils se sont même attaqués au marché américain en 1972 en faisant leur place chez certains revendeurs, et ils s'y attaquent notamment avec le ST801, appareil successeur du ST701 sorti 2 ans plus tôt, qui lui était le premier réflexe à cellule silicium, globalement une cellule plus sensible, rapide et précise que les anciennes, et le ST801 lui a été le premier réflexe au monde avec des LED dans le viseur. Il y avait 7 LED à l'intérieur qui vous indiquaient si votre exposition était bonne ou non. Une révolution à l'époque. Si la lumière était au centre, votre exposition était correcte, à un demi-stop près, et si la lumière était au-dessus, vous étiez surexposé, et en dessous, vous étiez sous-exposé. En 1982, à force de se concentrer sur le marché professionnel et vraiment l'aspect technique et innovant de leurs produits, ils vont même recevoir un Academy Award, c'est-à-dire un Oscar, pour la création du film négatif couleur le plus rapide du monde. Forcément, tout ça, ça a renforcé leur image de qualité supérieure, ce qui n'a pas plu à Kodak, qui a porté plainte pour dumping en 1993. Donc pour faire simple, le dumping, dans le cas de Fujifilm, ça aurait voulu dire qu'ils vendaient leurs produits moins chers aux États-Unis qu'au Japon, voire même à perte, pour pouvoir conquérir plus facilement le marché américain. Mais en l'occurrence, la justice n'a pas donné raison à Kodak, donc ils sont revenus à la charge en 1995 avec une pétition qui affirmait que Fujifilm s'était arrangé avec le gouvernement japonais pour baisser les ventes de Kodak au Japon, car à ce moment-là, Fujifilm avait 70% des parts de marché au Japon contre 10% pour Kodak, bien loin de leur position de départ. Bref, les deux ont mené une vraie guerre, que ce soit au niveau des ventes, des pubs et même en justice, mais attention, les années 90 arrivent, et bien que les deux étaient conscients que le futur était dans la photographie numérique, Kodak a jamais réussi à prendre le pas, j'y reviendrai un peu plus tard. Avec leur nouveau président, à partir de 1980, Fujifilm a élaboré une nouvelle stratégie en 3 phases. Premièrement, produire des technologies d'image numérique et devenir des pionniers dans ce secteur. Alors en réalité, ils avaient déjà commencé à développer leurs propres capteurs dans les années 70 et ils vont enfin y arriver et sortir en 1988 le Fujifilm DS1P, leur premier appareil photo numérique. Deuxième élément de leur stratégie, utiliser jusqu'au bout les pellicules argentiques, même s'ils savaient que c'était un marché qui allait décroître au fur et à mesure, ils voulaient vraiment l'exploiter au maximum en améliorant par exemple plusieurs fois leur pellicule pour que le produit vive vraiment le plus longtemps possible. Et troisième élément de leur stratégie, créer de nouvelles branches en dehors de la photographie. Au
Au milieu des années 80, ils ont donc commencé à investir un petit peu partout, dans certains secteurs liés de près ou de loin à la photo, comme les imprimantes par exemple, les CD, et même pour la radiologie médicale, avec un nouveau système qui permettait de faire des images à rayons X en haute résolution, un système qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui. Et puis ils ont même fait de la production de médicaments et des traitements contre le cancer, donc autant dire que c'était vraiment varié. Le problème à ce moment-là, c'est que leur business de base, les pellicules photo, continuait de bien marcher. Dans les années 80, ils avaient même des meilleures technologies que Kodak. Ils ont sorti en 1986 le Fujifilm QuickSnap, un des premiers appareils photo jetables au monde, donc des appareils dans lesquels la pellicule était déjà intégrée, on n'avait même pas besoin de faire le focus parce qu'elle était constamment réglée jusqu'à l'infini, fallait juste être à au moins 3 mètres de ce qu'on voulait prendre en photo, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont connu ça. Alors c'est sorti en 86 mais ça a vraiment explosé dans les années 90, en 96 par exemple il y a eu 13 millions d'exemplaires vendus en France, ce qui est énorme. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant ce succès-là, eux continuent de bien vendre aussi leurs pellicules au Japon, là où l'économie allait bien en plus à ce moment-là au Japon. Et puis, il y a d'autres marques après qui vont arriver, comme Kodak par exemple, avec leur petit boîtier donc jetable rouge et jaune. Je pense qu'encore une fois, il y en a pas mal qui ont connu ce truc-là. Bon donc là les années passent et Fujifilm ils se rendent quand même compte que leur double stratégie qui est d'avoir et du succès avec les pellicules, leur business actuel et avec le numérique en commençant à le développer, ça marche pas trop parce que ce qui cartonne vraiment c'est les pellicules et c'est le business dont ils voulaient s'éloigner un petit peu de base en se diversifiant. Bon malgré ça les années continuent de passer et le numérique va encore s'accélérer. C'est un réflexe classique tout simplement. Un appareil photo, c'est le cas de le dire, mais la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de pellicule. Et grâce à les photos, je les emmagasine dans cette carte, que je relis bien sûr sur mon petit PC, et ça me permet tout de suite de les envoyer n'importe où dans le monde, en quelques minutes, et immédiatement, le fameux interlocuteur, le fournisseur en question, a sous les yeux le problème du jour, l'évolution éventuellement qu'on en a faite, et tout de suite, j'ai une réponse. Malgré les bonnes ventes de pellicules et d'appareils photo jetables, Fuji se penche déjà sur le marché du numérique et propose quelques beaux boîtiers, mais pour autant le boîtier qui va vraiment marquer un tournant à cette époque-là, c'est un Casio. En 1995, ils sortent le QV10, un boîtier qui coûtait à l'époque plus de 800$, la batterie en plus tenait pas longtemps et la qualité était vraiment moins bonne que l'argentique, mais il avait un écran et c'est la première fois que les gens pouvaient voir une photo qu'ils venaient de prendre sans la développer et c'était fou à l'époque. Pour autant, et notamment car l'argentique était beaucoup plus accessible, la vente des pellicules continuait toujours d'augmenter. Fujifilm va même faire de la pub en sponsorisant la Coupe du Monde de foot en 98 avec une pub pour ses pellicules. De plus en plus de photographes professionnels font confiance à la qualité Fujifilm. Utilisez Superia, le film officiel de la Coupe du Monde. Et puis ils vont se payer même Mr Bean dans une pub en 1999 par exemple. Bref, ils ont eu raison de pas tout mettre sur le numérique dès le départ en tout cas. Mais en 2000, la fête est finie, la vente des pellicules atteint son top, puis va commencer à baisser de 20 à 30% par an, une vraie chute libre. Leur savoir-faire, du coup, si précieux et complexe à la base, est devenu presque inutile à l'époque, d'autant que dans ces années-là, c'était devenu presque facile, alors tout est relatif, mais presque facile de construire, en fait, de fabriquer soi-même son boîtier. Quelqu'un qui se débrouillait bien pouvait acheter lui-même les composants et fabriquer son propre appareil numérique, ce qui a fait forcément aussi arriver pas mal de concurrents, dont des marques qu'on connaît encore bien aujourd'hui. La chute de la vente de pellicules, et c'est aussi ce qui a accéléré la montée du numérique, c'est l'arrivée en force des capteurs CMOS qui ont remplacé les capteurs CDD. Les CMOS étaient considérés au début comme un petit peu bas de gamme, mais le développement des appareils photo pour smartphones notamment a rendu le CMOS très populaire puisqu'il était moins cher à produire et moins consommateur d'énergie par rapport aux anciens. Ils ont donc commencé à être utilisés un petit peu partout et ils équipent aujourd'hui d'ailleurs la quasi-totalité de nos boîtiers. Bon, les années passent, mais une fois de plus, Fujifilm n'a pas abandonné définitivement ses pellicules, fidèles à leur stratégie de départ qui était certes de développer le numérique, mais aussi de continuer à exploiter l'argentique. Ils ont continué de tirer au maximum sur la corde avec les pellicules. En France, on a même eu le droit à cette pub en 2003 qui fait le lien entre numérique et argentique en poussant les gens à faire développer leurs photos qu'ils ont prises avec un appareil numérique. Vous faites des photos numériques ? Vous pouvez dès aujourd'hui obtenir dans votre magasin avec Fujifilm de vrais développements photos en toute simplicité et pour moins cher que vous ne l'imaginez. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à un moment, à 20-30% de chute par an, ça va très vite et Fujifilm n'a pas eu le choix d'imaginer un futur un peu différent.
En 2004, en voyant le cœur de son business s'effondrer, le directeur de l'époque Shigetaka Komori a annoncé un nouveau plan avec la nécessité du coup de se diversifier. Et la première action, ça a été de limiter l'hémorragie en supprimant des emplois. Ils employaient en tout à peu près à ce moment-là 15 000 personnes dans le monde juste pour la partie pellicule, ce qui devenait forcément beaucoup trop étant donné la chute du marché. Ils ont donc commencé à fermer des usines et licencier du personnel. Ensuite, il a fallu trouver des nouveaux marchés porteurs, des nouveaux business rentables, et malgré leur position sur le marché, puisqu'à ce moment-là, Fujifilm, comme Kodak d'ailleurs, avait plutôt une bonne position sur le marché des caméras numériques. Bon, on imagine quand même que c'était forcément beaucoup moins rentable que les pellicules, que l'argentique, puisqu'à une époque, quand même, les pellicules seules représentaient 2/3 des bénéfices de Fujifilm. Et puis là où avant, il se faisait une marge et sur le boîtier, et sur les pellicules, et sur le développement, là forcément, avec un appareil numérique, en plus du coût de recherche et développement qui est nécessaire pour le concevoir, ils se font une marge que sur le boîtier. Donc forcément c'est beaucoup moins rentable. Ils ont donc décidé de se diversifier et principalement dans des secteurs issus de leurs connaissances en réutilisant peut-être des technologies qu'ils avaient déjà, j'y reviens dans un instant. Ils ont donc essayé de répliquer l'exemple de Fujitac, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais parmi les innovations qu'ils ont faites dans les années 50, Fujifilm a lancé Fujitac, nom issu d'un des éléments qui composent leur pellicule, le film TAC, pour triacétate de cellulose, pour ceux qui veulent tout savoir. C'est un film qui permet notamment de limiter les reflets. Ils ont donc commencé à le vendre en masse, notamment dans les années 80, puisqu'il servait à la composition des écrans LCD. Il composait la partie polarisante en réalité des écrans. Donc leur film a commencé à être utilisé partout où il y avait des écrans, et autant dire qu'à cette époque-là, il a commencé à y en avoir vraiment partout. Donc dans les années 2000, au final, c'est devenu un business qui valait $1 milliard, ce qui est quand même pas trop mal, donc forcément un très bon exemple qu'ils ont essayé d'appliquer à d'autres business. On est toujours en 2004 et les gars de Fujifilm ont donc pris du recul et analysé toutes les technologies qu'ils avaient en stock et comment ils pourraient les exploiter. Et ils ont donc identifié 6 nouveaux business, ou du moins 6 business porteurs. Le premier, c'est l'imagerie numérique, donc ils le faisaient déjà, mais produire des appareils photo et des caméras numériques. On verra arriver quelques années plus tard la gamme X, qui est leur plus connue à ce jour, je pense. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. Deuxième business porteur, concevoir leurs propres optiques, notamment avec leur branche qui s'appelle Fujinon. Alors Fujinon, ça existe depuis les années 60, ils sont réputés notamment pour leurs objectifs pour la télé. C'était par exemple les premiers à proposer des zooms 4K pour la télé en 2015, mais ils proposent aussi des optiques ciné assez réputées, des caméras de surveillance, des jumelles, etc. Et ils travaillent même actuellement sur la télé 8K, donc créer des objectifs destinés aux productions télé en 8K, donc là encore une grosse entreprise. Troisième business porteur, c'est les matériaux chimiques. Donc là, globalement, c'est la suite de Fujitac. C'est Fujitac qui continue son chemin. Ensuite, en quatrième business, on va avoir tout ce qui est graphique. Donc là, on parle d'impression pour l'industrie, des grands formats, des catalogues ou des tirages vraiment haute vitesse. Certaines affiches que vous pouvez voir dans le métro, par exemple, ou peut-être sur certaines devantures de magasins, ont pu être imprimées avec des machines Fujifilm. Donc là, on parle vraiment de grosses machines pour des grosses impressions notamment. Cinquième business important, c'est la partie documents. Donc là, c'est vraiment toute la bureautique. Donc les imprimantes, les scanners pour bureaux, etc. C'est une branche qui était gérée à la base par la co-entreprise Fuji Xerox, qui deviendra après Fujifilm Business Innovation en 2019, après le rachat des parts de Xerox en fait, et c'est le secteur qui représente leur plus grosse source de revenus. En 2021, c'était 35% de leurs revenus, donc autant dire que là encore, c'est une grosse boîte. Vous le verrez à travers la vidéo, mais ils s'en sont plutôt bien sortis, Fujifilm. Et enfin, sixième business, là encore assez intéressant pour Fujifilm, c'est la santé et tout ce qui tourne autour du médical. Ils vendaient donc déjà des films pour imprimer des radios par exemple, mais aussi des endoscopes, des scanners et d'autres appareils médicaux. Et puis ils se sont lancés dans les médicaments, ils ont notamment proposé des médicaments contre le virus Ebola au début des années 2010, donc vraiment très divers. En 2008, Fujifilm a déclaré son plus gros chiffre d'affaires jamais réalisé, environ 25 milliards de dollars, soit environ 2 fois plus qu'en 2001. Autant dire que leur stratégie de diversification sur les années 2000 était la bonne. Bon, forcément, tout s'est calmé un petit peu avec la crise financière en 2008, ce qui a bien fait baisser les performances de l'entreprise, mais aussi des concurrents et de toutes les entreprises du monde de toute façon. Donc leurs revenus sont redescendus un petit peu et depuis 2015, ils stagnent autour de 20 milliards de revenus par an, ce qui est déjà pas si mal et surtout ce qui est mieux que Kodak. Eux, ils ont doublé là aussi, mais dans l'autre sens, puisqu'ils sont passés en 2005 de 11 milliards de revenus à 5,9 milliards en 2010, donc petite différence quand même. J'en profite justement pour faire un point sur Kodak, car les deux histoires sont liées et le parallèle est quand même intéressant. Kodak c'est devenu un vrai cas d'école aujourd'hui. Alors au départ ils avaient un peu le même fonctionnement que Fujifilm, eux aussi ils ont dû supprimer un grand nombre d'emplois pour faire face à la baisse de vente des pellicules.
Ils ont commencé à vouloir se diversifier eux aussi, donc bonne stratégie au départ, sauf qu'il y a eu un changement de directeur à ce moment-là, et ce nouveau directeur voyait pas les choses de la même façon et a voulu lui rester à 100% dans la photo. Donc ils ont quand même essayé de s'attaquer au marché du numérique, ils ont même eu plutôt une bonne position pendant un moment, avec la EasyShare par exemple, un boîtier qu'ils ont vraiment bien vendu à l'époque. D'ailleurs on pense souvent que ce qui a entraîné la chute de Kodak, c'est qu'ils ont complètement raté le virage du numérique, mais en réalité pas tant que ça, ils étaient même précurseurs. Il faut revenir quelques années en arrière, en 1975, un de leurs employés, Steven Sasson, a inventé le premier appareil photo numérique. Alors pas par hasard non plus, ils avaient mis un budget en recherche et développement là-dessus. Et le premier appareil numérique est né, donc il est né de l'assemblage d'une optique de Super 8, d'un lecteur cassette, d'autres éléments électroniques. Bon, ça ressemble clairement à un bricolage, vous voyez la photo, mais bon, ça faisait l'affaire, et Steven Sasson donc a réussi à inscrire l'image sur une bande magnétique et à l'afficher ensuite sur un écran de télé, et elle a affiché du coup la première photo numérique au monde. Elle était en noir et blanc et elle faisait 100 pixels par 100 pixels, autant dire qu'on en est bien loin aujourd'hui. Cette innovation-là, elle aurait pu changer l'avenir de Kodak, ils auraient pu arriver sur le marché du numérique en force avant tout le monde, mais même s'ils ont breveté l'appareil, ils vont pas s'y intéresser tant que ça. À l'époque, les pellicules marchent bien et les clients étaient satisfaits, donc les dirigeants voient pas pourquoi ils iraient se prendre la tête sur ce nouveau truc, dont en plus ils maîtrisent pas toutes les technologies, et puis pour passer de bricolage à un appareil qui tient la route, ils auraient dû aussi remettre pas mal d'argent en recherche et développement, donc ils vont passer leur tour. Quelques années plus tard, en voyant le numérique se rapprocher et aussi Fujifilm prendre de plus en plus de parts de marché aux États-Unis, à grand renfort de marketing et de promotion, et bien ils ont été obligés de s'y mettre. Et en vrai, dans les années 90 et même au début des années 2000, ils étaient super bien placés sur le marché du numérique. En 2004-2005, ils étaient même leaders sur le marché américain. Mais le problème, c'est qu'ils étaient leaders niveau vente certes, mais pas du tout en termes de rentabilité, puisqu'en 2001 par exemple, ils perdaient en moyenne 60 $ par appareil vendu, c'est juste énorme et clairement comme business model, on a vu mieux. Ce manque de rentabilité les a bien fragilisés, puis il y a eu d'autres erreurs stratégiques par la suite. En 2005, ils sont entrés sur le marché des imprimantes à jet d'encre, mais ils sont arrivés face à des boîtes énormes comme HP par exemple, donc bon, fallait aussi s'en douter, mais que ça allait pas forcément marcher. Ils ont perdu des milliards et ça a été le début de la fin. Ils ont dû vendre une grosse partie de leurs brevets, puis au fil des années, ils ont essayé d'explorer de nouveaux domaines, en sortant le smartphone Kodak Extra par exemple, ou même des crypto-monnaies comme le Kodak Coin un peu plus récemment. Et même s'il y a eu un certain engouement pour cette crypto-là, ça suffit clairement pas pour les faire renaître. Donc au final, ils n'avaient pas forcément ignoré, mais plutôt bien sous-estimé la transition vers le numérique, et on peut pas trop leur en vouloir quand on voit à quelle vitesse les technologies se sont développées. Aujourd'hui, il reste plus grand chose de Kodak, même si objectivement ça reste une grosse entreprise. Aujourd'hui, seule leur division pharmaceutique Eastman Chemical a bien tenu et vaut aux alentours de 10 milliards de dollars. Bon, et pour finir sur Kodak, petite anecdote un peu plus récente que je trouvais cool. Marcel Rêve, le directeur de la photographie de la série Euphoria, voulait absolument tourner la saison 2 sur une pellicule 35 mm de chez Kodak. D'ailleurs, la saison 1 devait initialement aussi être tournée comme ça apparemment. Le problème, c'est que cette pellicule 35 mm, elle était plus produite depuis des années chez Kodak. Donc il les a appelés et il leur a dit que s'il en commandait suffisamment juste pour le tournage de la série, ce serait rentable d'en reproduire. Et il a réussi à les convaincre et il a eu raison. Rien que la commande juste pour la série a rendu la production rentable pour Kodak, qui a même vu l'intérêt des fans d'argentique un peu augmenter à ce moment-là. Pour autant, bon, ça semble un peu léger pour assurer un avenir vraiment prospère à Kodak. De leur côté, aujourd'hui Fujifilm, vous l'aurez compris, c'est une énorme structure avec des services très variés. Pour en citer quelques autres assez particuliers, au Japon ils font du diagnostic de ponts et de tunnels. On se demande un peu le rapport, mais en fait ils ont impliqué une de leurs technologies d'analyse médicale qui permet d'isoler des segments de vaisseaux sanguins sur les images médicales. Ils l'ont boosté avec de l'IA et maintenant ils sont capables de détecter des fissures, même toutes petites, sur des ponts ou des tunnels. Pourquoi pas ? Ils aident aussi les brasseurs à faire des meilleures bières. Ils ont réutilisé des technologies de la photo pour créer des microfiltres qui aident à éliminer les levures et les bactéries de la bière, et ça sans traitement chimique, et apparemment ça permet de faire des meilleures bières pression, ou alors de pouvoir les mettre en bouteille et qu'elles conservent leur goût. Donc bon, ok, pourquoi pas, mais c'est pas tout, puisqu'ils font aussi des produits de beauté, et c'est pas comme s'ils avaient racheté une ou deux entreprises par exemple, et qu'ils avaient juste mis leur nom dessus, ou qu'ils avaient racheté puis réutilisé exactement les mêmes techniques de production pour faire exactement les mêmes produits. Non, c'est bien là encore une technologie qui vient de chez eux. En 2006, ils ont lancé Astalift, une marque de soins pour la peau, de compléments alimentaires et d'antirides principalement. Encore une fois, ils ont repris leurs connaissances de base en chimie, notamment la partie antioxydant qu'ils utilisaient dans leurs pellicules, ça plus leur maîtrise de la gélatine, qui est donc un des matériaux principaux des pellicules, et paf, ils nous en font des produits de beauté. Honnêtement, c'est assez fort, donc bravo, ils ont bien poussé le concept de la diversification en tout cas.
Bon, et pour en revenir un petit peu au cœur de la chaîne, parlons d'images. Aujourd'hui, Fujifilm, ils sont plutôt bien placés sur le marché des appareils photo et des caméras numériques, puisqu'ils font partie des 4 constructeurs principaux. Ils se placent du coup 4e devant Panasonic. On a Canon qui domine, Sony qui emboîte le pas, Nikon, Fuji, puis Pana. A noter que les chiffres là font pas de distinction entre les réflexes et les hybrides, par exemple. J'ai pas trouvé de chiffres précis sur les boîtiers hybrides, mais quand on écoute un petit peu les différents revendeurs, Sony reste une référence surtout en vidéo, mais pour autant, ces dernières années, ils perdent un peu leur statut de leader, et il y a de plus en plus de ventes chez Canon et aussi chez Pana, par exemple, pour la partie vidéo pure. En tout cas, on peut remercier les Japonais, puisque les 5 marques qu'on voit là, le top 5 des meilleurs vendeurs de boîtiers, c'est tous des Japonais. Niveau gamme de produits, juste avant d'aborder rapidement les différents hybrides que propose Fujifilm, je ne peux pas ne pas vous parler des Instax, ces appareils qu'on a déjà tous offerts à un pote ou à quelqu'un de la famille et que les gens appellent souvent Polaroid. Alors c'est bien 2 marques distinctes, mais c'est Polaroid qui est à l'origine des premiers appareils instantanés, c'est pour ça que souvent on les appelle comme ça, mais c'est bien la gamme Instax qui cartonne très fort. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réussi à reconstruire un business model semblable à celui de l'époque, car de nouveau ils se font une marge et sur l'appareil, mais aussi de belles marges sur les pellicules, puisque bien souvent dans ce genre d'appareil, on paye entre 80 centimes et 1 euro la photo, donc c'est quand même pas mal. Et en réalité maintenant ils ont bien développé le truc, il y a un vrai écosystème autour de ça, donc il y a le Instax Mini qui est le truc le plus vendu qu'on voit un petit peu partout, mais il y a aussi d'autres qui permettent de prendre des photos au format carré ou même au format large qu'ils appellent wide, et puis même une imprimante photo pour imprimer directement depuis son téléphone. Enfin voilà, j'étais obligé de vous en parler. Pour le côté hybride, Fuji c'est une marque assez connue pour la gestion des couleurs. Leurs boîtiers permettent aussi de simuler directement des films argentiques en interne et c'est une fonctionnalité qui est assez appréciée. Et puis leurs boîtiers sont assez ergonomiques, ils ont aussi une gamme d'objectifs assez grande. C'est pour ça que c'est des boîtiers qui marchent assez bien aujourd'hui. Leur gamme la plus connue c'est sûrement la série X et le boîtier le plus connu le X H2S. Un boîtier dispo autour des 2500 €, un APS-C certes mais un vrai tueur qui sera meilleur je pense que pas mal de plein format. Il a un autofocus excellent en vidéo, il filme en interne de la 6K à 30 images par seconde en 4:2 10 bits et même de la 4K 120, honnêtement c'est assez fort. Et puis à côté de ça, donc ils ont la gamme GFX, donc boîtiers qui ont des capteurs qu'on appelle moyen format, à ne pas confondre avec les pleins formats. En réalité, les capteurs moyen format sont 1,7 fois plus grands que les capteurs plein format, donc 43,8 mm par 32,9 contre 24 par 36, donc il y a quand même une certaine différence. Et dans cette gamme, il y a du lourd avec le GFX 102 par exemple, un boîtier avec un capteur de 102 mégapixels. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. La majorité des boîtiers normalement c'est plutôt entre 12 et 24 mégapixels, ou alors aux alentours des 40 mégapixels pour des boîtiers qui sont plutôt axés sur de la photo. Donc là c'est vraiment énorme, 102 mégapixels, un autofocus à détection de sujet basé sur l'IA et un prix de 8000 € quand même, mais à l'heure où je vous parle c'est le boîtier avec la meilleure qualité d'image du marché. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que maintenant l'imagerie représente une part que très faible des revenus de Fujifilm et les caméras encore plus, puisque les caméras hybrides c'est les 31% des 13% que vous voyez sur le schéma et le reste c'est toute la gamme Instax et tout ce qui tourne autour. Donc encore une fois je crois que la diversification est plutôt bien réussie. Bref, je pense que Fujifilm a encore des belles années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est un format un petit peu différent d'habitude qui demande notamment pas mal de temps de préparation. Donc si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et même à nous mettre éventuellement d'autres marques qu'on pourrait aborder par la suite. En tout cas, je vous rappelle qu'on a notre formation gratuite d'1 heure qui est dispo dans la description si vous voulez aller checker. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Super Ice 水し